Les peintres de la Renaissance italienne sont parmi ceux qui exercent la plus forte attraction sur le public. Dès que certains noms comme Botticelli, Michel-Ange, Raphaël ou Léonard de Vinci sont prononcés ou figurent sur des affiches d'exposition, le public se précipite pour découvrir les œuvres de ces artistes que pourtant il connaît déjà la plupart du temps. Qu'est-ce qui fascine donc tant dans cet art de la Renaissance ? Quelles sont les caractéristiques des œuvres de cette période ? Je vais tenter de vous l'expliquer de façon simple. Nous allons nous limiter à la signification du terme Renaissance dans le domaine des arts visuels, peinture, sculpture et architecture. Il concerne aussi la littérature et d'autres domaines, mais cela nous mènerait trop loin. Commençons par comparer deux images. Voici tout d'abord l'œuvre d'un peintre italien appelé Guido da Siena. Nous sommes dans les années 1270. 1270, c'est l'année où est mort Saint Louis. Nous sommes donc au Moyen Âge. Il s'agit d'une œuvre de petite dimension, peinte sur un panneau de bois, qui représente l'adoration des mages, sujet très fréquent dans la peinture. Que voyons-nous ? Deux hommes debout, portant des couronnes, tournés vers deux chevaux à gauche, l'autre regardant en direction d'une femme qui tient dans ses bras un enfant. Il s'agit bien sûr de la Vierge Marie et de l'enfant Jésus, comme nous le laissent deviner les auréoles qui entourent leur tête, et l'habitude que nous avons de voir de semblables images, dans des églises ou dans des musées. Un troisième personnage est agenouillé, ou plutôt prosterné devant la Vierge et l'enfant. Il n'a pas de couronne, mais il a dû l'ôter par respect pour Jésus. Les deux autres portent des boîtes dans leurs mains. La scène représente les trois mages, et l'Évangile selon saint Matthieu nous raconte que, guidés par une étoile, ils sont venus d'Orient pour apporter de riches cadeaux à Jésus, la myrrhe, l'or et l'encens. Regardons maintenant une œuvre de la Renaissance italienne du grand peintre de Florence, Ghirlandaio, qui a été l'un des tout premiers maîtres de Michel-Ange. Nous sommes en 1488, soit 2 siècles après l'œuvre de Guido da Siena. Nous sommes immédiatement frappés par la profusion des personnages, la multitude de détails qui sont représentés. La Vierge et Jésus occupent le centre de ce panneau de bois de grande dimension, puisqu'il fait plus de 2 mètres de côté. Dans cette foule, les rois mages se distinguent par la richesse de leurs habits et par les présents qu'ils apportent. À gauche, le plus jeune, une étoffe jaune sur l'épaule, présente une coupe. Le plus âgé embrasse un pied de l'enfant. Le troisième, à sa droite, porte une riche pièce d'orfèvrerie surmontée d'une grosse perle. Comparons maintenant les deux tableaux. Un changement fondamental est intervenu entre les deux. À droite, le peintre cherche à imiter au mieux la nature, c'est-à-dire à représenter avec la plus grande fidélité la réalité, non seulement les hommes et les femmes, mais aussi les objets, les animaux, les plantes et le paysage dans son ensemble, ainsi que la lumière. Dans l'Antiquité, on cherchait déjà à copier la nature, mais en sélectionnant ce qu'il y avait de meilleur dans cette nature. Cette conception n'était plus celle du Moyen Âge, on l'avait oubliée au profit du symbolisme religieux. Il suffisait que l'image évoque le monde divin, qu'elle suscite la dévotion, qu'elle serve de support à la méditation religieuse. Premier changement important à la Renaissance, on abandonne le fond d'or qui appartient à la tradition des icônes byzantines du Moyen Âge pour un vrai ciel. L'or évoquait le divin non seulement parce qu'il est précieux et sert à orner ce qu'il y a de plus beau, mais aussi parce que c'est une couleur antinaturaliste, c'est-à-dire qu'on ne la trouve pas dans la nature, sauf dans quelques cas très rares et précis, comme dans les fines veines du lapis lazuli. Le paysage qui accompagne, si je puis dire, le fond de l'image se modifie lui aussi radicalement. Dans l'œuvre de Guido da Siena, le paysage se réduit à des formes très schématiques et disproportionnées. Regardez la montagne de gauche avec ses arêtes bien vives, sa forme presque géométrique, abrupte, cette couleur uniforme, et derrière elle, ce qui correspond à un arbre, mais que l'on pourrait prendre pour une plante de jardin. On peut faire la même observation pour la masse grisâtre derrière les deux rois mages. Il pourrait s'agir de rochers, mais on y trouve assez curieusement des fleurs, toutes alignées de façon artificielle et systématique sur les bords de ces rochers.
Certaines poussent même la tête presque en bas. Chez Ghirlandaio, sous le ciel lumineux et rempli de nuages, en haut à gauche, se déploie un immense panorama organisé autour d'un vaste fleuve central, flanqué de collines aux formes douces, à gauche et à droite. Tout paraît vraisemblable, aussi bien les formes que les proportions. Notez la réduction de la taille des objets au fur et à mesure que l'on s'éloigne des premiers plans de l'œuvre. On sent bien que les peintres du XVe siècle essaient d'imiter directement la réalité qui les entoure. Et pour parvenir à imiter fidèlement le monde, et en particulier pour réussir à donner l'illusion d'un espace convaincant dans les tableaux, c'est-à-dire d'un espace à 3 dimensions, avec de la profondeur, les artistes de la Renaissance ont mis au point différentes méthodes de représentation. La plus connue est celle qui est apparue en Italie dans les années 1430. On l'appelle la perspective à point de fuite centrale, ou perspective linéaire. Je n'entrerai pas dans le détail des différentes variantes de cette méthode. En voici les principes simples sur le schéma suivant. Si l'on essaye de représenter un cube ou un parallépipède dans l'espace, eh bien la méthode la plus simple consiste à d'abord dessiner une face de cet objet, donc ici en l'occurrence un carré, et de placer sur une ligne d'horizon, dans le fond du tableau ou du dessin, de placer un point. Et donc, c'est sur ce point que vont converger un certain nombre de lignes qui partent des coins de ce rectangle. Il suffit de placer la face arrière, ou du moins à délimiter cette face arrière par ses côtés, et l'on supprime ensuite ces lignes de fuite, et l'on obtient l'illusion donc d'un parallépipède ou d'un cube en volume dans l'espace tel que le montre la figure de droite. Alors voici un exemple de cette utilisation magistrale de la perspective à point de fuite unique. Dans cette œuvre attribuée par certains à Piero della Francesca, le peintre nous donne sa version de ce que doit être une cité idéale, sujet qui occupait beaucoup de grands esprits à cette époque. Observez avec quelle rigueur et virtuosité ont été appliqués les principes de la perspective. Piero della Francesca était d'ailleurs lui-même l'auteur d'un traité célèbre sur cette question, écrit dans la deuxième moitié du XVe siècle. Dans cette œuvre du Pérugin, nous retrouvons une splendide représentation d'une cité en perspective. Le Christ, en bas et au centre, remet à Saint-Pierre les clés du royaume des cieux. Ils sont entourés d'un grand nombre de personnages qui forment comme une frise qui délimite clairement tout le premier plan de la fresque. Derrière eux, de somptueux édifices sont placés de l'autre côté d'une vaste place. Des lignes rouges délimitent les dalles du sol et rendent apparentes ces fameuses lignes de fuite qui se recoupent dans le bâtiment central. De part et d'autre, le peintre a représenté 2 fois le même édifice de l'Antiquité, l'arc de Constantin qui se trouve à Rome. Cette référence à un monument célèbre du IVe siècle est un exemple de ce qu'on appelle le retour à l'antique, pour désigner l'intérêt des hommes de la Renaissance pour l'architecture et la sculpture de l'Antiquité, qui se manifeste aussi dans le domaine des lettres. Il existait d'autres méthodes à la même période en France ou dans les pays du Nord. Voici par exemple ce que l'on a appelé perspective curviligne, utilisée en particulier par le très grand peintre français Jean Fouquet. Les lignes droites des dalles du premier plan deviennent des courbes, et l'on voit nettement que l'image est incurvée sur les côtés. Cela semblait plus proche de la vision réelle de l'œil. Comme cela arrive souvent en histoire ou en histoire de l'art, les expressions qui sont utilisées pour décrire certaines périodes ou certains styles ont été forgées bien après cette période. Par exemple, l'expression « gothique international » qui désigne un style européen vers 1400 a été inventée au XIXe siècle.
Est-ce que les hommes et les femmes du XVIe siècle avaient le sentiment, en particulier dans le domaine des arts, qu'ils vivaient une période de renouveau, une renaissance? Ou bien s'agit-il, là encore, d'une perception plus tardive? Eh bien oui, en Italie et à Florence en particulier, et depuis l'époque de Giotto au début du XIVe siècle, on avait le sentiment général d'un renouveau de la grandeur de Rome, dont la puissance avait été éclipsée depuis la fin du Moyen Âge par les bouleversements importants en Europe, dus en partie à l'arrivée de nombreux peuples. A contrario, ce Moyen Âge apparaissait comme une période de déclin de Rome et de l'Italie. Bien sûr, ce Moyen Âge n'a pas été en réalité ces âges sombres tels que l'imaginaient les Italiens du XVIe siècle, mais une période également très riche dans le domaine des arts. À cette idée de renaissance s'est associée celle de progrès. Cette conception s'est particulièrement développée à partir des écrits célèbres du peintre Giorgio Vasari, qui a rédigé au milieu du XVIe siècle une monumentale série de portraits d'artistes qui l'ont précédé, depuis Cimabue à la fin du XIIIe siècle jusqu'à ses contemporains. Cet ouvrage célèbre s'appelle « Les vies des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes ». Il vise à prouver que la peinture a connu des progrès constants depuis la fin du XIIIe siècle, après ses prétendus âges sombres du Moyen Âge, grâce en particulier au talent remarquable de quelques réformateurs comme Giotto, et atteint la perfection avec Léonard de Vinci, Michel-Ange et Raphaël. Avec un certain nombre d'exagérations et d'injustices, c'est à Florence que, selon Vasari, s'est concentré le plus grand nombre de talents. Et d'après lui, les artistes de la Renaissance italienne ont non seulement égalé les modèles de l'Antiquité, mais les ont même dépassés. Je termine avec cette célèbre fresque de Raphaël intitulée « L'école d'Athènes » et située au Palais du Vatican dans la chambre de la signature. Cette œuvre condense plusieurs aspects de l'intérêt des hommes de la Renaissance pour l'Antiquité. On y trouve tout d'abord des philosophes grecs, avec au centre les plus célèbres d'entre eux, Platon et son élève Aristote à droite. La scène est située dans une architecture grandiose, organisée comme une succession d'arcs de triomphe romains, avec une multitude de statues et de bas-reliefs. L'architecture de la Renaissance réutilise largement les éléments décoratifs de l'architecture antique et des temples en particulier, feuilles d'acanthe, pilastres, colonnes cannelées, chapiteaux, arcs, etc. Comme je viens de le dire, Vasari considérait que Léonard de Vinci, Michel-Ange et Raphaël avaient atteint une perfection insurpassable et qu'ils avaient fait mieux que les artistes de l'Antiquité comme Phidias, Praxitèle ou Zeuxis, considérés jusqu'alors comme des références absolues. Raphaël exprime lui aussi cette idée dans cette fresque, en représentant des artistes de la Renaissance parmi les grands philosophes de l'Antiquité. Il va même jusqu'à leur donner le visage de ces artistes italiens. Platon est représenté sous les traits de Léonard de Vinci, l'architecte Bramante sous ceux d'Euclide, Michel-Ange est Héraclite au premier plan, son coude appuyé sur un bloc de pierre. Raphaël se serait lui-même représenté dans la figure du peintre Apelle, le peintre d'Alexandre le Grand. Voici donc quelques-uns des changements et des idées importantes dans le domaine des arts à la Renaissance. L'intérêt pour la réalité, le désir de placer l'homme au centre du monde, de donner une présence plus humaine du message religieux. L'Italie, bien évidemment, regorge de chefs-d'œuvre de cette période d'une richesse inouïe. Mais vous pourrez aussi découvrir des décors et des œuvres remarquables en France, qui datent de la Renaissance, comme au château de Fontainebleau, au musée du Petit Palais à Avignon ou encore au musée Jacques-Marandré, pour n'en citer que quelques-uns. Je vous conseille également de regarder le documentaire consacré au grand génie du XVIe siècle, Tintoret, présenté en 3 épisodes par Claire Gréby sur notre site conférence.art.